ça fonctionne. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir. On va continuer d'accueillir quelques personnes qui vont arriver, donc merci de leur faire bon accueil quand elles arriveront. On est ravis de vous accueillir ce soir et de participer à cette conférence co-animée par le docteur Habib, neurologue et fondateur de Neurodys PACA, et Hervé Glazel, le neuropsychologue et fondateur du CEREN, qui vont vous présenter, qui vont vous parler des innovations scientifiques et pédagogiques au service de la prise en charge des troubles 10. On aura le plaisir d'être ensemble jusqu'à 21h30. Donc comment ça va se dérouler? D'abord la présentation de Monsieur Habib, ensuite celle de Monsieur Glazel, et évidemment il y aura tout un temps dédié aux questions et aux réponses qu'ils pourront vous apporter. Sachant qu'après, évidemment, un petit verre de rafraîchissement vous seront apportés et aussi un petit peu de quoi grignoter si vous le souhaitez. Donc, avec tout cela, on vous souhaite une très belle soirée. Présenter? Non, non. Chacun se présente. Bien, bonjour à tous et toutes. Alors moi, je m'appelle Michel Habib, je suis un neurologue, donc je m'occupe du cerveau depuis longtemps, parce que je suis à la retraite de mes fonctions hospitalières. Je travaillais longtemps à l'hôpital de la Timone, mais je continue à m'occuper d'une structure qui s'appelle Neurodys, qui s'appelait Réseau 10. Peut-être certains d'entre vous la connaissez sous cet ancien nom. Et je vais commencer d'ailleurs par vous dire quelques mots de cette structure, avant d'aborder la question pour laquelle on m'a missionné, c'est-à-dire de parler des innovations plutôt du côté scientifique, alors que Hervé va, lui, juste après, vous parler des innovations du côté pédagogique. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses nouvelles dans le domaine des, ce qu'on appelle, nous, en France, les troubles 10. C'est un terme très franco-français, d'ailleurs, parce que dans les autres pays, aux États-Unis ou ailleurs, on ne parle pas de troubles 10. Mais bon, maintenant, ne serait-ce que les Québécois, maintenant, ont adopté ce terme français. Ils nous ont suivis, ce qui est toujours un honneur de voir que le continent américain suit ce qui se passe en Europe. C'est rare, en général, c'est le contraire. Voilà, donc une brève présentation de Neurodys, je vais vous en dire un mot. Quelques notions de base qui me semblent indispensables sur la terminologie, les mots qui définissent les différents troubles dont il est question à travers le terme de trouble 10. Je voulais vous parler d'un cas particulier, exemplaire, qui est celui de l'enfant qui est à haut potentiel et 10 à la fois, surtout parce que je viens de terminer un livre qui a été publié il y a un mois à peine sur ce sujet-là, donc ça va me donner l'occasion de vous en parler. Et puis, un petit thème qui va vous familiariser avec le cerveau, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. On va voir que ça a des applications possibles en termes de thérapeutique. Okay. Et puis, pour terminer, alors là, j'aborderai vraiment ce qui est de ma mission, celle de vous parler des innovations en termes de neurosciences sur ces troubles-là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau actuellement? Qu'est-ce qu'on sait de nouveau et qu'est-ce qu'on pense de nouveau, surtout, comme étant la cause et le mécanisme de ces troubles? Et on verra qu'il y a deux pistes intéressantes qui pourraient déboucher sur une thérapie commune autour de l'utilisation de la musique. Alors voilà, Neurodys PACA, je vais être bref, je suis assez fier d'ailleurs, 20 ans après la création de cette structure, de voir qu'elle a pris beaucoup d'ampleur. Au départ, c'était, vous voyez, c'était un réseau de santé, c'est pour ça qu'on l'appelait Réseau 10. Vous voyez ici, je ne sais pas si j'arrive, voilà, un réseau de santé qui servait à coordonner les soins autour des enfants qui ont des troubles, qui ont ces troubles-là, dyslexie, dyspraxie, etc., dont on va parler. Donc notre rôle, c'était essentiellement de coordonner. Puis après, on a ouvert un CESAD. Un CESAD, c'est une équipe pluridisciplinaire où il y a les principaux professionnels qui travaillent autour de ces enfants, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, des enseignants spécialisés et des éducateurs spécialisés également, spécialisés dans le domaine des troubles d'apprentissage. Donc la particularité du CESAD, c'est que cette petite équipe se déplace dans les écoles pour faire les rééducations. Alors évidemment, c'est réservé qu'aux cas les plus sévères, parce que si on devait faire ça dans toutes les écoles, à chacun des élèves qui auraient besoin de rééducation, on ne pourrait pas. En fait, vous savez que la plupart des enfants qui ont ces troubles-là, ils sont traités
par des praticiens qui travaillent en libéral, c'est-à-dire dans des cabinets en ville. Hein. Donc c'est de l'exercice libéral et que les structures comme la nôtre, comme ce CESAD, sont très rares et sont réservées aux cas les plus sévères. Une autre structure qui est le centre de référence qu'on appelle le CERTA, qui se situe à l'hôpital Salvatore à Marseille, est encore plus réservé à des cas encore plus sévères. Donc c'est nous, ce qu'on appelle le niveau 2, qui adressons au CERTA les cas qui ont vraiment besoin d'un avis très très spécialisé. Voilà. Alors donc Neurodys-PACAS, c'est le réseau de santé, c'est un CESAD, c'est aussi de plus en plus des actions de formation et de recherche. La recherche et la formation sont très liées entre elles. Donc c'est pour ça que je me permettrai de vous parler un petit peu de recherche qu'on mène autour de ces thèmes-là. Et on a un organisme qui s'appelle Formadis qui participe activement à la formation des médecins, des autres professionnels et aussi des enseignants, en particulier dans le cadre de la prévention, où on est en train d'accompagner des enseignants sur un thème, sur une problématique qu'ils connaissent mal et pour lesquelles ils sont un peu démunis. Et donc, on se rend compte qu'ils ont besoin d'être accompagnés sur la compréhension de la nature des difficultés qu'ont certains enfants. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec eux, grâce évidemment à des collaborations avec l'éducation nationale et l'éducation privée du reste. On avait même à un moment donné, jusqu'au Covid, une classe spécialisée dans une école du centre de Marseille, école privée catholique. Hein. Donc on avait collaboré avec cette école pendant assez longtemps et c'était intéressant de développer cette expérience de classe qui n'est pas du niveau de ce que vous faites au CEREN à Paris, mais qui était assez, disons, expérimentale, avec la possibilité d'expérimenter aussi des travaux de recherche avec les enfants qui sont dans cette classe. C'est quelque chose que peut-être on pourra mener aussi avec les classes du CEREN, là où les classes du CEREN. Voilà. Voilà. Et puis, tout récemment, on a ouvert une structure qui s'appelle une PCO. C'est une plateforme de coordination et d'orientation pour les enfants de 7 à 12 ans, qui au départ était consacrée que pour les enfants autistes. D'ailleurs, au départ, c'était depuis 2018. Hein, le gouvernement avait créé ça pour aider au diagnostic précoce des enfants autistes, mais ça allait que jusqu'à 6 ans. Donc c'était effectivement, ça excluait la plupart des enfants dont je vais vous parler, qui, eux, ont des difficultés scolaires, d'apprentissage, et pour lesquels les problèmes n'apparaissent que vers 6-7 ans, au moment où ils entrent au primaire, hein, et pas avant, pour la plupart d'entre eux. Donc c'est un peu la différence. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a eu un élargissement jusqu'à 12 ans de ces plateformes, et pour le coup, on est devenu, nous, spécialistes des troubles 10, concernés par ces plateformes, et l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé de PACA, nous a confié la charge d'ouvrir cette plateforme. Alors l'intérêt de cette plateforme, je vais vous en dire un mot juste maintenant, c'est que elle permet, grâce à un parcours très spécifique, de donner l'accès gratuit aux familles à des soins qui, jusqu'à présent, n'étaient pas pris en charge par la sécurité sociale. Vous savez que les orthophonistes, les médecins, les kinésithérapeutes sont remboursés par la sécurité sociale. En revanche, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les psychologues et les neuropsychologues n'étaient pas remboursés. Bien, grâce à la PCO, ce parcours de l'enfant va pouvoir être pris en charge directement, en droit commun, c'est la façon dont on parle, par l'assurance maladie, les caisses d'assurance maladie. Et ça, on a la chance de pouvoir faire bénéficier les familles de cette nouveauté, cette innovation, on va dire, structurelle, en dehors des innovations dont on va parler après. Alors, quelques mots de généralité, de démographie et de ce qu'on appelle nosographie, c'est-à-dire mettre des mots sur les conditions pathologiques dont il est question. Je vous montre là, très rapidement, hein, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais ce qu'on appelle la constellation des 10. C'est-à-dire que, et vous verrez pourquoi c'est intéressant de les mettre sur une même figure, hein, c'est au début ce qu'on appelle au milieu la dyslexie, qui est de loin la manifestation la plus fréquente, et celle qu'on connaît le mieux d'ailleurs, et que les chercheurs ont le mieux étudiée, et qui va nous servir un peu de modèle pour comprendre tous les autres troubles. Hein. La dyslexie,
avec les troubles du langage oral, qui sont les troubles de la... Alors la dyslexie, ce sont les troubles de la lecture. C'est les enfants qui n'arrivent pas à entrer dans l'apprentissage de la lecture. On va dire au CP, hein, c'est là qu'on apprend à lire. Les troubles du langage oral, c'est ce qu'on appelle des dysphasies. C'est un terme qui est censé ne plus être utilisé, mais on va continuer à l'utiliser, si vous voulez bien. C'est des enfants qui, plus petits, n'arrivent pas bien à s'exprimer dans leur langue maternelle, et qui n'arrivent pas à articuler, qui n'arrivent pas à faire des phrases, qui comprennent mal ce que les autres disent. Et là, vraiment, c'est le travail des orthophonistes. Dès l'âge de 3-4 ans, on commence à prendre en charge ces enfants. La dyscalculie, qui est souvent associée à la dyslexie, on va voir cette notion d'association, qui sont les enfants qui n'arrivent pas à entrer dans le calcul. Et vous verrez que c'est souvent on met plus de temps à le dépister, à le détecter, que la dyslexie qui, elle, est évidente dès le début des apprentissages, puisque l'enfant n'arrive pas à lire, ça l'empêche d'apprendre tout le reste, hein, puisque si on ne lit pas, on ne peut pas faire de l'histoire, de la géographie, on ne peut pas faire des mathématiques non plus. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que la dyscalculie met plus de temps à être repérée par les enseignants que la dyslexie, qui est évidente au départ. Un autre domaine qui va être repéré assez vite, c'est ce qu'on appelle le TDAH. C'est les enfants qui sont hyperactifs, vous savez, qui ont à la fois des difficultés d'attention et des difficultés de comportement parce qu'ils ne peuvent pas se freiner et ils sont sans cesse en activité, hein, ce qu'on appelle les enfants hyperactifs. La question intéressante, c'est que vous avez une partie des enfants, 50% à peu près des TDAH, qui sont ces enfants agités, qui ne peuvent pas être attentifs, mais qui ne peuvent pas rester en place non plus. Et puis l'autre partie, à peu près 50%, qui sont très calmes, très gentils, très, très tranquilles, au fond de la classe, qu'on n'entend pas, mais qui ont le même problème, qui ont la même chose qui ne va pas dans leur cerveau, et qui les empêche d'être attentifs longtemps, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas apprendre à cause de leurs problèmes d'attention. Or, ceux-là, ils sont beaucoup plus difficiles à repérer, parce que comme ils ne sont pas agités, ils ne perturbent pas la classe, et pendant toute la maternelle, on va en général passer complètement à côté, et c'est que pendant le primaire, voire même à la fin du primaire, qu'ils vont être détectés comme ayant des troubles de l'attention. L'autre fait, c'est que le trouble de l'attention est très souvent associé aux autres difficultés de lecture, de parole, de langage, et aussi ce qu'on appelle la dyspraxie, le dernier dont je voulais vous parler là, ce sont les enfants qui ont des difficultés de coordination motrice, c'est-à-dire que vous en connaissez de ces enfants qui sont un petit peu maladroits, qui depuis tout petit se débrouillent très mal avec leur corps, avec les objets, et qui par contre parlent très bien, voire même comme des adultes parfois, hein. Et il y a ce décalage entre un développement moteur qui prend du temps, qui se fait jamais complètement bien, et un développement verbal et intellectuel qui, lui, est tout à fait normal. Et ce décalage-là, ça caractérise ce qu'on appelle les dyspraxies. Et parmi eux, il y a des enfants qui vont avoir des difficultés d'écriture, qu'on appelle dysgraphie, parce que l'écriture, c'est aussi de la coordination des muscles, et que les enfants qui sont dyspraxiques, qui sont maladroits, ils peuvent être soit maladroits de façon générale, soit maladroits que pour les gestes fins, dont l'écriture. Et parfois, on a des dysgraphiques qui ne sont pas dyspraxiques, mais beaucoup sont dyspraxiques. Et parmi les éléments qu'ont ces enfants dyspraxiques, il y a quelque chose qui peut avoir un impact dans leur scolarité, c'est ce qu'on appelle la dyspraxie visio-spatiale, c'est-à-dire une difficulté à gérer l'espace autour d'eux. Mais c'est surtout l'espace sur le papier, c'est-à-dire l'espace bidimensionnel, lorsqu'il faut reproduire une figure géométrique, ou l'espace constructif, c'est-à-dire quand on leur donne des cubes avec des dessins dessus, de pouvoir les tourner pour pouvoir fabriquer un autre dessin, si vous voulez. Ça leur est très difficile à ces dyspraxiques. Voyez. Donc la dyspraxie, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Les enfants qui ont des difficultés de motricité, des difficultés d'écriture et des difficultés dans l'espace. Et en plus, ils ont souvent une difficulté partagée avec d'autres de ces enfants-là dans le temps. C'est-à-dire que se repérer dans le temps, pouvoir dire les jours de la semaine, se repérer dans les mois de l'année, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et souvent, ils arrivent presque au milieu du collège, à la moitié du collège, ils ne sont toujours pas très sûrs d'eux pour estimer une durée, par exemple, ou pouvoir lire l'heure sur un cadran.
Ils préfèrent largement avoir une montre digitale qu'une montre avec des aiguilles. Vous voyez, ça, c'est vraiment une des caractéristiques de ces enfants dyspraxiques et de certains des autres. Alors, une des caractéristiques aussi très importantes, et c'est pour ça qu'on met ça sur un même schéma, ce qu'on appelle la constellation des 10, c'est que ces conditions-là, que je vous ai décrites rapidement, ont tendance à s'associer entre elles chez un même individu. C'est-à-dire, plutôt qu'un enfant qui serait que dyslexique, on a beaucoup plus souvent un enfant qui est dyslexique et dyscalculique, un enfant qui est dyspraxique et TDAH, ou qui est dyslexique, dyspraxique et TDAH. Vous voyez ? Et finalement, plus on va retrouver de conditions pathologiques différentes chez un même enfant, plus ça va être un fardeau pour lui. Ça va être une charge qui sera plus lourde, ne serait-ce que par le fait que le dyslexique, il a besoin de l'orthophoniste, le dyspraxique, il a besoin d'un psychomotricien, le TDAH, il a besoin d'un psychologue. C'est que les parents de ces enfants vont devoir amener les enfants chaque semaine à chacun de ces professionnels. Et donc, plus il y a de défauts, plus il y a besoin de professionnels différents. Au bout du compte, le mieux, c'est d'avoir une équipe comme celle qu'on a à Réseau 10, à Neuro10, une équipe pluridisciplinaire qui peut, sur un même lieu, faire tout ça. Mais c'est très rare, c'est très difficile à obtenir. Et pour le moment, on est loin d'être en capacité de proposer ça aux élèves, malheureusement. Et donc, ce que fait notre CESAD, par exemple, dont je vous disais que les professionnels vont dans l'école pour faire la rééducation. Nous, CESAD, il a 40 places pour tout Marseille. Vous imaginez que ça ne couvre pas les besoins. Et qu'on va garder ces 40 places pour ceux qui ont le besoin le plus pressant et le trouble le plus sévère. Voilà. Alors, juste une question de terminologie, vous allez entendre parler de ce terme, c'est pour ça que je vous le donne. On parle maintenant plus de trouble 10 officiellement. Nous, on continue à utiliser le terme trouble 10. Mais officiellement, dans les livres, on parle de troubles du neurodéveloppement, TND. Et les troubles du neurodéveloppement, en fait, on peut les représenter comme ça, comme une sorte de poupée russe. C'est-à-dire, vous avez en bleu un grand rectangle qui contient tous les troubles, en rose, les vrais troubles spécifiques d'apprentissage, lecture, calcul, écriture, et entre les deux, en vert, les trois précédents, plus les troubles du langage oral, de la coordination motrice et de l'attention, le TDAH. Voyez ? Donc ça, c'est pour vous fixer les idées. L'ensemble des troubles du neurodéveloppement contient tous ces troubles, les troubles 10, plus l'autisme et la déficience intellectuelle. Sauf que la prévalence, c'est-à-dire le nombre dans la population de chacun de ces troubles, est très différent. La grande majorité, ce sont les troubles 10, qui font à eux deux, les troubles spécifiques d'apprentissage plus les autres troubles 10, jusqu'à 10-12% de la population, ce qui est énorme. Imaginez dans une école, 12% des élèves, dans une classe, 12% des élèves. Souvent, on entend des maîtres, des professeurs, surtout les plus âgés d'entre eux, qui nous disent « Ah, moi, j'ai jamais eu un dyslexique dans toute ma carrière, je leur ai appris à lire à tous, aucun dyslexique. » C'est absolument impossible. Statistiquement, c'est impossible. Il y a 10 à 12%, et donc, dans chaque classe, au moins 2 à 3 élèves qui ont un de ces troubles-là. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas échapper à ça. Voilà. Et ceux qui disent le contraire, c'est qu'ils sont passés à côté pendant toute leur carrière. Et il y a quelques enseignants qui sont comme ça. Et en revanche, l'autisme et la déficience intellectuelle, c'est beaucoup plus rare, effectivement. Alors, le problème, nous, auquel on a été confrontés ces dernières années, et c'est en train de changer, c'est que tout l'argent des pouvoirs publics arrivait pour l'autisme jusqu'ici. Et que maintenant, on commence à pouvoir faire bénéficier les familles des autres troubles, les parents et les familles des enfants qui ont les autres troubles, de ces crédits, ces financements statutaires. Et ça, vraiment, on ne peut que s'en féliciter. On est au tout début de ce changement, voilà, au tout début. Voilà ce que je voulais vous montrer au niveau structurel, au niveau de terminologie. Ça me paraissait important de vous le dire. Juste quelques points. Voilà. Un enfant d'âge scolaire sur 10 est concerné, 1 sur 10 à peu près, on va dire 1 sur 10, pour fixer les idées. 2 à 4 garçons pour une fille. Ça, c'est une autre caractéristique de ces troubles, c'est que c'est plus fréquent chez les garçons, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore.
Certainement des raisons plus culturelles, environnementales, éducatives, en partie, mais certainement, à mon avis, encore plus des raisons biologiques, parce que probablement le rôle des hormones masculines sur le cerveau pendant son développement, enfin je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y a des hypothèses fortes faisant de cette prédominance masculine quelque chose qui est biologique, qui n'est pas du tout éducatif. Quand je dis éducatif, c'était l'idée que certains pourraient avoir de dire ben, on s'occupe plus des garçons que des filles, donc on va plus dépister les garçons que les filles. C'est pour ça que quand vous avez un centre qui s'occupe de troubles 10, vous allez recevoir plus de garçons que de filles. Ça, je crois que ce n'est pas vrai. On ne s'occupe pas plus des garçons que des filles. Alors, juste pour le TDAH, vous savez que quand je vous ai dit qu'il y a deux formes, une forme agitée et une forme purement inattentive, hein, où c'est juste l'attention qui pose problème, ben, la forme inattentive, elle est plus représentée par des filles et la forme agitée plus par les garçons. Okay, donc, au final, c'est la même chose et on les traite de la même manière du reste, hein, que ce soit des filles, des garçons, inattentifs ou agités. Voilà. Alors, juste pour vous montrer une statistique qu'on a faite sur nos dossiers de ces 10 dernières années, pour montrer l'incidence respective des différents troubles dont je vous ai parlé. Il y a une grande majorité, c'est les dyslexies avec la dysorthographie qui va de pair. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Bien en avant de dysgraphie et dyspraxie, vous voyez, et de TDAH et troubles d'attention sans hyperactivité. Alors, vous voyez ici, dans notre population, on a 2 fois plus d'enfants TDA que TDAH. Ce qui est normal parce que les enfants TDAH, ils vont plutôt voir les pédopsychiatres et ils le voient plutôt entre 3 et 6 ans, parce que c'est là que ça se manifeste. Alors que les TDA, comme je vous disais, ceux qui ont des troubles de l'attention sans être hyperactifs, c'est la même maladie, hein, c'est le TDAH, c'est la même chose. Mais sans l'hyperactivité, ben, eux, ils vont plus nous concerner parce que nous, on est spécialisés dans les troubles d'apprentissage scolaire et que c'est lors des apprentissages scolaires que ça va se manifester et non pas avant. Okay, voilà. Et donc, oui, certains ont des manifestations plus psychiatriques. On a vu que quelques autistes peuvent se glisser là-dedans. Mais dans notre tranche d'âge, qui est 7-12 ans, en général, les diagnostics d'autisme avaient déjà été faits auparavant. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas aussi avoir des enfants autistes qui ont des troubles d'apprentissage. On peut très bien avoir cette association-là. Alors, donc je voulais vous dire un mot de ce cas de figure, l'enfant haut potentiel, parce qu'il peut servir, j'avais fait cette conférence à un groupe d'enseignants précédemment, ils ont beaucoup appris, j'ai vu beaucoup d'étonnement dans leur regard, l'idée que certains enfants sont doublement mal étiquetés et d'une part, ils sont à haut potentiel, c'est-à-dire que leur intelligence est largement au-dessus de la moyenne des autres. Et d'autre part, ils ont un trouble, dyslexie, dyspraxie ou autre, associé à ce haut potentiel. Ce qui fait que chacune des deux caractéristiques va masquer l'autre. Comme ils sont très intelligents, ils utilisent leurs compétences, leur intelligence pour trouver des stratégies pour s'en sortir, malgré leurs difficultés. Mais comme ils ont une difficulté, les enseignants en particulier ne voient pas leur intelligence. Vous voyez, il y a un masquage réciproque des deux entités qui fait qu'on va pendant très longtemps ignorer les deux. C'est la double erreur finalement, et pour eux c'est la double peine, parce qu'ils ne sont pas identifiés ni pour leur intelligence, qui mériterait probablement des mesures particulières de la part de l'école, ni pour leurs difficultés, qui mériteraient elles aussi d'une part des prises en charge peut-être en orthophonie, et d'autre part des aménagements au niveau scolaire. Et on les voit arriver jusqu'en 5e, en 4e au collège, sans aucun des deux diagnostics, parce que personne n'a eu l'idée de leur faire un quotient intellectuel qui serait le seul moyen de détecter leurs deux particularités. Donc je voulais vous citer cette possibilité, parce que finalement, ça nécessite que ce soit connu. Et ça ne l'est pas assez, parce qu'on passe vraiment à côté. Voilà, juste pour vous montrer comment ça se passe, hein. L'intelligence, il y a une majorité de personnes qui sont autour de 100 de quotient intellectuel. Il y en a une petite minorité qui est un peu en dessous, mais qui reste dans la norme, entre 70 et 85.
2% qui sont en dessous de 70, on parle de déficience intellectuelle. Ce sont des enfants qui sont en grande difficulté dans tous les domaines. Et la même chose de l'autre côté, vous avez des enfants qui ont une intelligence très bonne, 14%, vous voyez, entre 115 et 130. Les hauts potentiels intellectuels, au-dessus de 130, qui sont 2% de la population. Or, nous, on voit beaucoup d'enfants qui viennent avec des troubles et pour lesquels, quand on leur fait un QI, on voit qu'ils sont dans ce cadre des hauts potentiels intellectuels. Okay, et jusqu'à présent, on n'a pas de vraie explication à cette coexistence de ces deux particularités. Donc, je n'ai pas le temps de vous en parler plus, si ce n'est pour vous dire que ne prenez pas mal ce que je vous ai dit. C'est pas que avoir un haut potentiel, ça va faire qu'on va être en échec à l'école. Pas du tout ça. Au contraire, le haut potentiel, l'intelligence est proportionnelle avec la réussite scolaire. Plus on a une intelligence haute, plus on va réussir à l'école. Ça, c'est certain. En revanche, il y a une petite frange de ces hauts potentiels, vous voyez, qui est à l'intérieur de ce cercle bleu, là, de ce ovale bleu, qui est minoritaire, qui sont précisément ceux, vous voyez, au-dessus de 130, mais en dessous de la ligne, qui représente la norme, si vous voulez. Hein. Donc, cette frange minoritaire des surdoués sont précisément ceux qui souffrent parallèlement de troubles 10, qu'ils aient ou non été diagnostiqués. Voilà, donc tout ça, c'est une mise au point. Et je vais vous dire un mot là, maintenant on va parler plus du cerveau, hein, de plasticité cérébrale, et on va déboucher sur des notions qui vont être des applications plus directes avec la thérapeutique. Alors je ne sais pas s'il y a parmi vous des thérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens ou d'autres thérapeutes, mais je pense que c'est des notions qui sont bien connues des thérapeutes, en particulier que le cerveau est capable de remodeler ses connexions à l'intérieur du cerveau. C'est-à-dire que, vous savez, le cerveau, il a des neurones qui sont liés entre eux par des axones et que ces connexions-là, c'est elles qui permettent finalement à la pensée de se faire et les différentes actions de notre cerveau d'aboutir. Okay, or, le cerveau a la capacité de changer en fonction de l'environnement, la nature et le fonctionnement de ces connexions. Et ça résulte de l'apprentissage, de la mémoire et de l'adaptation à des lésions cérébrales. Il y a plusieurs types de plasticité cérébrale. Il y a une plasticité cérébrale qui est liée à la maturation, qui est maturationnelle, on va dire, hein, c'est-à-dire que le cerveau change au fil de l'âge. Et puis il y en a une qui est liée à l'environnement, c'est-à-dire que ce qui va se passer dans la vie de l'enfant autour de son cerveau va lui changer la structure et le fonctionnement de son cerveau. C'est de celle-là surtout qu'on va parler. Vous voyez, les neurones qui sont connectés entre eux avec ce qu'on appelle des synapses entre deux neurones. Avant un apprentissage à gauche, après un apprentissage à droite, vous voyez que le nombre de synapses est beaucoup plus important après l'apprentissage. Donc, tout laisse penser que faire un apprentissage, ça reconstruit à l'intérieur de notre cerveau les connexions entre les différentes structures et différentes parties. Alors, un exemple classique de cette plasticité, ce sont les fameux chauffeurs londoniens qui se sont prêtés à des IRM du cerveau et où on a vu qu'ils avaient une zone qu'on appelle l'hippocampe du côté droit qui est plus développée que chez la plupart des autres individus. Et or, l'hippocampe droit, ça sert à la mémoire spatiale. Alors vous allez me dire, peut-être ils avaient un plus gros hippocampe et c'est pour ça qu'ils sont devenus chauffeurs de taxi. Probablement pas. C'est parce qu'ils étaient chauffeurs de taxi pendant des années qu'ils ont développé à l'intérieur de leur cerveau cette capacité. Et c'est-à-dire qu'en étant des bons connaisseurs de la carte de leur ville, ils sont devenus, leur cerveau a pris une autre forme. Hein. C'est ça qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et une des preuves de finalement de ce lien de causalité, c'est que plus la taille de cette structure, elle est proportionnelle au nombre d'années de pratique du métier de chauffeur de taxi de ces élèves, de ces personnes. Plus ils font ça depuis longtemps, plus leur hippocampe est gros. Voyez, donc ça veut bien dire que c'est leur pratique, leur expérience de la fonction qui a modifié la structure. Alors un autre exemple à plus court terme, hein, c'est des personnes à qui on a fait des IRM
avant et après leur avoir appris à jongler. En quelques semaines, ils vont développer dans leur cerveau une partie qui est connue dans le lobe pariétal pour être impliquée dans la coordination visio-motrice. Et en quelques semaines, on voit cette zone prendre plus d'importance dans le cerveau et probablement rester définitivement tant qu'ils seront capables de continuer à jongler. Vous voyez. Donc ce sont des fonctions très spécifiques. Alors un autre exemple qui va un peu nous intéresser pour la suite et la fin de mon exposé, c'est celui des musiciens professionnels. Les musiciens professionnels, c'est une catégorie dans la population qui a toujours beaucoup intéressé les neuroscientifiques. Pourquoi ? Parce que quand on regarde dans la population générale et qu'on cherche une sous-population, une partie de cette population qui a eu une expérience spécifique, régulière, intensive, pendant l'enfance et pendant longtemps, ben, on n'en trouve pas beaucoup qui puissent être différents du reste de la population. Or, les musiciens professionnels, c'est bien ça qu'ils ont. C'est-à-dire que depuis leur enfance, ils pratiquent de façon quotidienne et de façon intensive un instrument de musique. Okay ? Et ce qui a donné l'idée à ces chercheurs de regarder dans le cerveau quelles pourraient être les différences entre le cerveau d'un musicien professionnel et le reste de la population tout venant. Et effectivement, ils ont retrouvé, en particulier chez ceux d'entre eux qui jouaient d'un instrument à cordes, un violon ou du violoncelle, un point très très spécifique, c'est que la zone de l'hémisphère droit qui contrôle les deux derniers doigts de la main gauche, vous savez, c'est croisé, hein, l'hémisphère droit contrôle le côté gauche du corps, hein, et la zone de l'hémisphère droit qui contrôle les deux derniers doigts de la main gauche est beaucoup plus développée que sur l'hémisphère gauche. Ça crée une asymétrie. Hein. Pourquoi ? Parce qu'un joueur de violon, il ne fait pas du tout la même chose avec sa main droite et sa main gauche, contrairement à un joueur de piano qui fait un geste très symétrique. Le joueur de violon, il tient l'archet de la main droite, donc il va avoir un geste qui est relativement plus simple, on va dire, en termes de nombre de muscles qui sont impliqués, hein, alors qu'avec sa main gauche, il joue de façon très très experte et très rapide, surtout sur les deux derniers doigts, que ce soit le violoncelle ou le violon. Hein, et ça explique cette différence. Et là encore, on a pu montrer que cette différence-là, elle est beaucoup plus importante chez ceux qui ont commencé tôt à apprendre leur instrument que chez ceux qui ont appris à 15 ans, vous voyez, qui, eux, ne diffèrent pas des sujets contrôle non musiciens. Okay. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils soient meilleurs parce qu'ils ont appris plus jeunes, mais simplement parce qu'il peut y avoir des grands virtuoses qui ont appris à jouer à 18 ans. C'est possible, hein. Mais ceux qui ont appris très jeunes, à partir de 5 ans, ben, ont modifié leur cerveau, alors que ceux qui ont appris 15 ans n'ont pas modifié leur cerveau. En tout cas, pas de façon visible par ces examens-là. Alors, une dernière donnée qui est importante du point de vue neurologique, c'est issu d'un type d'IRM qu'on appelle tension diffuseur de tension, qui est particulier parce qu'il montre non pas la surface du cerveau. Vous voyez, toute la surface a été enlevée, là, elle n'est pas là, on ne la voit pas, ce qu'on appelle le cortex. Ce qu'on voit, c'est toutes ces colorations, hein, comme faites au pinceau. Hein. En fait, ce sont des faisceaux de substances blanches, c'est-à-dire de connexions entre les différentes parties du cerveau. Vous voyez, c'est comme un circuit électrique. Vous avez un moteur, vous avez une batterie peut-être. Entre les deux, vous avez un câble électrique. Ben, le câble, il est là que pour transférer l'information électrique de la batterie jusqu'au moteur. Il ne sert à rien d'autre, il est inerte ce câble, sauf qu'il est capital. Ben, dans le cerveau, on a ça. On a des grandes fibres qui servent à relier les parties du cortex les unes aux autres et qui servent à transférer l'information. Et c'est elles qui ont finalement un rôle crucial dans les apprentissages. Par exemple, dans l'apprentissage de la musique, on s'est aperçu que si on fait une IRM et qu'on regarde ces faisceaux avant et après l'apprentissage d'un instrument, chez un enfant de 8 ans, par exemple, il commence à apprendre à 8 ans, on lui refait une IRM, on lui fait une IRM, on lui refait à 10 ans, et on compare ce qui s'est passé entre 8 et 10 ans.
et on va comparer ça à un enfant qui n'a pas appris d'instrument, on va voir que ce faisceau, qu'on appelle le faisceau arché, il se développe de façon très importante entre les deux moments chez celui qui a appris à jouer de l'instrument, alors qu'il ne s'est pas du tout développé chez celui qui n'a pas appris d'instrument pendant cette période-là. Vous voyez, donc c'est vraiment des exemples de plasticité cérébrale, et il semblerait même que la plasticité, elle joue surtout sur ces faisceaux de connexion. Ça, c'est un élément nouveau de la recherche qui est important à souligner. Alors on en arrive à la dernière partie sur les innovations thérapeutiques. Juste pour rappeler que toutes ces entités dont je vous ai parlé, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, TDAH, sont associées entre eux, comme je vous l'ai signalé. Nous, ce qu'on appelle ça la comorbidité. Ce n'est pas un joli terme, mais ça veut dire simplement que ça coexiste, que ça survient en même temps chez un même individu. Et c'est vraiment très fréquent. Vous avez ici toutes les fréquences. D'où l'idée que peut-être que ça serait intéressant que les chercheurs aillent fouiller des causes communes à toutes ces problématiques, plutôt que d'aller chercher la cause de chacune d'entre elles. Okay, et c'est l'idée de rechercher un mécanisme commun. Par exemple, dans la lecture, les personnes qui ont une dyslexie peinent à associer les lettres et les sons. C'est ce qu'on appelle la conversion graphophonémique. Leur faisceau arché, que je vous ai présenté tout à l'heure, il est imparfaitement structuré. Et ça a été retrouvé dans beaucoup d'études, dans tous les pays qui en ont fait. Finalement, la signature de la dyslexie, c'est avoir un faisceau arché qui est moins bien structuré. Cette particularité, en outre, est déjà présente avant la naissance, ce qui veut dire que probablement elle est d'ordre génétique, et en tout cas, elle est déjà présente avant l'apprentissage de la lecture. Ce qui veut dire que ce n'est pas de ne pas avoir bien lu qui la provoque. Ça serait plutôt le contraire. Et elle prédit le degré de dyslexie et des capacités de récupération. Ça veut dire que, certes, elle est déjà prédéterminée génétiquement, mais elle peut se modifier en fonction de ce qui va se passer pour l'enfant, en particulier en termes de rééducation. Une rééducation bien conduite va reconstituer la structure de ce faisceau arché. En outre, le milieu socio-économique, le fait d'être dans un milieu socio-économique favorisé ou défavorisé peut aussi modifier ce genre de structuration. Je ne vais pas insister là-dessus. Disons que ce qui est important, c'est que la dyslexie est donc en quelque sorte une sorte de modèle de disconnectivité cérébrale. Alors c'est un grand mot, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que différentes affections pourraient être liées à une mauvaise connexion. On le sait pour la dyslexie parce que c'est ce qui a été le plus étudié, les enfants qui ont des troubles de la lecture, mais c'est aussi probablement valable pour la dyscalculie, où il y a quelques travaux qui montrent un peu la même chose, la dysgraphie, les enfants qui ont des difficultés à écrire. Dans le TDAH aussi, on montre que certaines de ces connexions sont mal structurées. Chez les enfants dysphasiques, en fait, le défaut de connectivité à l'intérieur du cerveau serait une constante, en tout cas, d'après les études en imagerie cérébrale, d'où une explication possible, unitaire, de tous les troubles 10. Et vous allez voir à quoi je veux en venir. En définitive, un défaut de connectivité entre différentes régions cérébrales, largement documenté sur le cerveau des dyslexiques, dont il constitue une véritable signature anatomique, pourrait également expliquer les autres troubles 10 et du neurodéveloppement, et constituer ainsi une explication commune à tous ces troubles du neurodéveloppement. Alors, comment expliquer mieux ce que c'est que la connectivité cérébrale ? Par une analogie avec le jumelage de deux appareils électroniques. Pour pouvoir communiquer entre elles, les différentes régions du cerveau ont besoin d'ajuster, de synchroniser le rythme de leurs oscillations. Vous savez que le cerveau, il est caractérisé par une activité électrique. C'est pour ça que vous pensez, c'est pour ça que vous existez. C'est des activités oscillatoires qu'on peut enregistrer par un examen que vous connaissez qui s'appelle l'électroencéphalogramme. Ça enregistre l'activité électrique et il se trouve que ces activités sont sous forme d'oscillation, de rythmes différents, mais d'oscillation. Tant que les deux processeurs ne sont pas mis en phase, donc si on considère que deux parties du cerveau sont comme deux processeurs électroniques.
Tant que les deux processeurs ne sont pas mis en phase, ils ne peuvent communiquer entre eux. C'est ce qui caractériserait le cerveau des enfants de 10. À cause de la mise en place déficiente de leur connexion réciproque, les régions impliquées dans un apprentissage, comme la lecture, ou une fonction cognitive, comme l'attention par exemple, ne parviendraient pas à se synchroniser, provoquant le trouble dans un apprentissage donné. Okay. Et c'est cette idée-là qui a débouché sur... je vous donne une autre illustration de ça. Vous voyez, il y a plusieurs métronomes qui sont tous réglés au même tempo. Ils sont sur une barre en bois. Et on va les mettre, mais ils ne sont pas synchrones, parce qu'ils ne sont pas partis en même temps. Ils sont au même tempo, mais ils ne sont pas partis en même temps. Et on va les mettre sur des canettes de Coca-Cola. Vous voyez ce qui va se passer. En quelques secondes, ils se synchronisent. Pourquoi ils se synchronisent? Parce qu'il y a une transmission de l'énergie oscillatoire par la barre de bois entre les différents métronomes. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau du cerveau. C'est-à-dire que les différentes régions du cerveau se connectent entre elles et ont besoin de se synchroniser. Et à partir du moment où la synchronisation est bonne, la connexion entre les régions se fait. Okay. Alors en résumé, le mécanisme par lequel le défaut de connectivité provoque les troubles d'apprentissage dans chacun des secteurs des fonctions cognitives fait sans doute appel à une mauvaise synchronisation des oscillations corticales. Or, les troubles du neurodéveloppement sont volontiers associés entre eux, laissant envisager de pouvoir viser à améliorer plusieurs troubles par une même action thérapeutique. Alors, ceux d'entre vous qui sont des professionnels de la rééducation le savent, on apprend en général à rééduquer chaque trouble de façon séparée. Ici, la proposition est inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas contradictoire avec le fait de travailler sur chaque fonction cognitive, mais on vient se surajouter à ce travail de chaque fonction cognitive par une intervention qui est transversale et qui est capable d'agir sur plusieurs fonctions en même temps et donc sur plusieurs troubles en même temps. Okay. Et c'est là qu'intervient, par exemple, la musique. Des travaux très récents ont montré, par exemple, en comparant deux groupes d'adolescents autistes ayant ou non réalisé, c'est-à-dire l'un qui a appris à jouer des percussions et l'autre qui n'a pas appris à jouer des percussions, à raison de 2 sessions de batterie par semaine pendant 8 semaines, vous voyez, c'est assez court. Il y a deux conséquences positives pour lui. D'abord, il a amélioré les symptômes d'hyperactivité et d'inattention qu'ont certains autistes, pas tous, mais qu'ont certains autistes, et augmenté sur les IRM la connectivité entre des régions frontales et sous-corticales sur ces IRM, entre avant et après l'apprentissage de la batterie. Vous voyez, grâce à cette simple activité intensive d'un rythme musical, finalement, d'un apprentissage rythmique, ça a modifié les capacités comportementales de la personne et aussi modifié la connexion à l'intérieur du cerveau, comme ces faisceaux que je vous ai montrés. Alors, il y a beaucoup de travaux maintenant, ce sont des méta-analyses, c'est-à-dire des études qui ont compilé tout ce qui a été prouvé dans chacun de ces domaines-là, en particulier la musique, mais aussi la danse rythmique. L'idée, c'est qu'on a, à travers un apprentissage intensif de la musique et de la danse, éventuellement, comme on le fait nous dans une méthode qui s'appelle Mélodis, prendre des éléments de cet apprentissage pour l'inclure dans le panel rééducatif d'un praticien comme une orthophoniste, par exemple, qui va mettre des éléments musicaux à l'intérieur de sa rééducation, on va prétendre améliorer cet aspect-là d'entraînement des fonctions transversales, c'est-à-dire d'améliorer à la fois plusieurs des fonctions cognitives qui pourraient être altérées chez ces individus. Or, on sait qu'on a souvent plusieurs fonctions cognitives qui sont touchées chez un même individu. Donc, ça a du sens de proposer ça. Voilà, c'était le principal de ce que je voulais vous dire. Je vais laisser la parole à Hervé. Est-ce que tu veux qu'on pose quelques questions avant ou à la fin de ton exposé?
D'abord, merci beaucoup, hein, Michel. C'était extrêmement clair et très voilà, ça a posé les choses de manière très intéressante. Hein, et je pense que ça vaut la peine de poser quelques questions parce qu'ensuite on va parler finalement des conséquences scolaires et des prises en charge scolaires des troubles 10. Est-ce que vous avez des questions sur ces principes généraux, sur ce qui a été évoqué par Michel? Madame. Merci, bonsoir. Je m'appelle Annabelle, je suis une maman, j'ai des enfants. J'ai pas de soucis par rapport au comportement, mais j'ai déjà été enseignante, j'ai rencontré certains cas des enfants et des élèves. Et j'avais des questions, peut-être deux questions. La première, c'était pour savoir si c'était génétique, mais au fur et à mesure, j'ai compris que cela était en partie génétique. Et ma question était, est-ce que ça peut être un problème héréditaire, génétiquement héréditaire, ou bien c'est par rapport à l'environnement ou au milieu culturel? Alors c'est vrai, je peux vous répondre très simplement. Vous savez que les enfants qui ont des troubles 10, dyslexie et autres, quand un enfant a un trouble 10, on va très souvent trouver un des frères et sœurs ou un des deux parents qui a aussi ça. Ce qui veut dire à l'inverse que si vous êtes parent et que vous avez ça, vous risquez fortement qu'un de vos enfants ait ça aussi. Voilà. Pardon ? Ah oui, on vous pose, parce que ça aide le thérapeute pour comprendre la nature du trouble, c'est clair. C'est un très fort argument quand on a déjà un autre cas dans la famille, pour pouvoir poser le diagnostic. Bonjour, donc je suis la maman d'un enfant qui s'appelle Mathis, que vous avez vu, mais que vous avez vu tardivement parce que tout le monde me disait qu'il était sage et que c'était pas possible qu'il soit TDAH. Il a toute la panoplie des 10 que vous avez montré, comme ça j'ai le gros lot. Et dernièrement, j'ai eu une intuition, c'est que je l'ai montré à un pédopsychiatre spécialiste de l'autisme. D'accord. Donc, il se trouve qu'il a détecté un autisme léger, avec la chance d'avoir une bonne intelligence, voire une intelligence plus, puisqu'il a fait un test de QI et que la psychologue a dit, avec tous les 10 qu'il a, parce que il a du mérite d'avoir, par exemple, 112 au niveau raisonnement fluide et 100 au niveau du reste. Okay. Et puis, il nous a montré qu'il maniait l'ordinateur et qu'il maniait... Quel âge a-t-il maintenant ? Il a 12 ans, vous l'avez vu il y a 2 ans. Grâce à vous, on a mis en place le traitement Medikinet, puis le docteur Bessière le suit. Je n'ai pas la chance qu'il soit suivi au CESAD, bien qu'il soit en Ulysse, parce qu'on ne peut pas venir à Gignac. Moi, la question, donc, elle arrive, est-il possible qu'avec tout ça, parce que le docteur lui a dit, tu sais, Mathis, c'est pas une tare d'être TSA, autiste. Et il m'a convaincue, parce que ça faisait 2 ans que mon fils me tannait, d'abandonner le karaté, mais à la place, batterie. Okay. Et il a dit, vous entendez, c'est une vraie demande cette fois-ci. Et donc, depuis son anniversaire... C'est votre fils qui vous a dit ça? C'est lui qui vous a dit ça, Mathis? Oui. Okay. Et le docteur m'a convaincu de respecter ce qui n'était pas pour lui une lubie. Il a bien fait. Et Mathis fait donc de la batterie depuis son anniversaire, là, le 15 avril. Et il est tellement futé qu'il est allé sur YouTube chercher les branchements électroniques... Pour pouvoir apprendre la batterie, même de façon anarchique, alors qu'il a un prof. Ah, il a un prof quand même. Il en voulait plus. Il voulait plus. Il voulait plus. Moi, ce qui me dérangeait, je me dis, mais mon Dieu, est-ce qu'on peut être TDAH et TSA léger comme ça a été dit? Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est même assez fréquent ce genre de situation, c'est-à-dire que pendant un certain temps, ils sont considérés comme uniquement des difficultés d'apprentissage et plus tard, surtout au début de l'adolescence, la préadolescence, on va voir apparaître des difficultés d'interaction sociale qui n'étaient pas apparues précédemment parce qu'elles n'étaient pas assez sévères.
Donc c'est pas une forme sévère, grave de trouble, mais qui vient se surajouter au reste et qui nécessite aussi une intervention spécifique sur ça, en plus de ce qu'il a, en plus du Medikinet, et en plus d'éventuellement des rééducations qu'il peut avoir. Et il s'en sort bien à l'école? Il s'en sort plutôt bien, moyen. Quelle classe il est à 12 ans? Il doit être en 6e? Il a développé des techniques et une intelligence et une énergie incroyable Oui. pour contourner le système scolaire et en faire le moins possible. Bon. Donc, c'est de sa faute. Enfin, c'est sa stratégie. Il a 12-13 de moyenne. Bon, on ne peut pas rentrer plus dans le détail de son cursus, Voilà, mais je pense que ce que vous décrivez est intéressant et je suis assez optimiste d'après ce que vous me décrivez sur la suite de sa scolarité, de sa vie. Voilà, je trouve ça toujours très intéressant d'avoir des questions de parents. Si vous pouviez, en fait, si c'est des questions très spécifiques, on sera de toute façon à la fin de la conférence et on pourra vous rencontrer très spécifiquement. L'idée, c'était plutôt de poser des questions un peu plus générales, en fait, sur ce que le docteur Habib a partagé avec nous sur les neurosciences. Oui, bonsoir. J'aurais une petite question aussi. Vous avez dit tout à l'heure qu'une origine peut être génétique ou héréditaire, mais est-ce qu'un choc émotionnel important vécu par un enfant peut provoquer la dyslexie, enfin les troubles dont vous avez parlé? Non. C'est radicalement, je peux répondre vraiment avec certitude, non. En revanche, un choc peut dévoiler un trouble préexistant qui n'avait pas été identifié. Vous voyez, peut le révéler, le dévoiler, le révéler, mais ce n'est pas possible d'avoir une vraie dyslexie qui serait consécutive à un choc, ça non. Voilà. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que sans ce choc-là, ça ne se serait jamais révélé. C'est possible que ça ne se soit jamais révélé ultérieurement. On ne le sait pas, ça on ne peut pas le savoir. Mais a priori, une vraie dyslexie correspond à des modifications du cerveau que maintenant on connaît avec certitude. Okay. Bonsoir. Merci pour votre investissement pour tous nos enfants. J'avais une question sur la dyslexie, notamment sur le faisceau arqué. Donc, il est moins développé chez les dyslexiques et chez d'autres dys. Il est très développé chez les musiciens. Mais quel est votre retour, les retours de vos études sur la rééducation par la musique? Est-ce qu'on arrive à le développer chez ces enfants dys? Alors non, c'est une hypothèse. On s'est un peu basé, vous avez raison, sur cette coïncidence-là, qui n'est probablement pas une coïncidence, à savoir les musiciens ont un faisceau mieux développé, les dyslexiques ont un faisceau qui n'est pas suffisamment construit. Donc faisons de la musique chez les dyslexiques. Bon, c'est une des bases de logique, pas la seule, parce que vous avez vu que celle sur le rythme et la synchronie était une base forte aussi pour justifier la musique. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de travaux qui montrent spécifiquement qu'avec la musique, on a modifié la structure de cette structure-là, à ma connaissance. Sauf les 2 ou 3 travaux plutôt sur l'autisme, plus que sur les autres troubles 10. Voilà. Mais on est au début de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et que nos successeurs dans la recherche en neurosciences vont avoir du pain sur la planche. Je peux poser une toute petite question. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée du nombre d'enfants qui ont des troubles 10 et qui sont également au potentiel? Qu'est-ce que ça représente? C'est difficile à dire. Vous avez vu ce que je vous ai montré, le grand nuage de points qui montrent que l'intelligence est vraiment liée à la réussite scolaire. Je dirais que dans notre expérience, on arrive à peu près à 10% d'enfants en difficulté pour lesquels on trouve qu'une partie du QI au moins est au-dessus de 130. Une partie. Ça veut dire que si on fait un QI total comme le font certains psychologues, on va faire la moyenne de toutes les notes, on ne va pas arriver à 130 et on va dire qu'il n'a pas un haut potentiel. En revanche, si on regarde une seule des notes, par exemple le potentiel verbal, on peut assez souvent trouver 130. Et d'ailleurs, dans les statistiques officielles qui sont données par le livre du QI, le manuel du QI, on a à peu près ça, c'est-à-dire 10% d'enfants qui peuvent avoir un des indices du QI qui est au-dessus de 130. Mais un seul seulement, parce que l'autre caractéristique, c'est l'hétérogénéité du QI, qui, à partir du moment où il y a un QI élevé
et un trouble 10 associé, ça va générer une hétérogénéité. Une partie qui forcément va être plus basse que le reste. Okay, et ça, officiellement, ça ne permet pas de parler de haut potentiel. Voilà. C'est un peu complexe, hein, mais je vous dis, si vous voulez lire le livre que j'ai écrit, il vous en dira plus. Ça s'appelle Le génie des 10. Est-ce qu'il pourrait, bonsoir, est-ce qu'il pourrait être intéressant au niveau d'un établissement, parce que je suis chef d'établissement, de proposer des activités, comme vous en parliez, de gymnastique rythmique ou tout ça, pour aider la totalité, ou ça aurait un impact, oui. Puisqu'il y a quand même des enfants, vous disiez 2-3 par classe, qui voilà, seraient à même d'en bénéficier pour progresser. Alors certes, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, c'est pas simple, mais on a mis en place un projet qui s'appelle Musa 10, pour lequel on a mis en ligne, accessible à tous les enseignants, une mallette pour, même s'ils ne sont pas musiciens eux-mêmes, qu'ils soient capables de faire de la musique, surtout aux élèves de début de primaire, hein, CP, CE1. Avec cette idée-là, celle que vous soulignez, à savoir si c'est bon pour ceux qui sont en difficulté, ça peut être bon pour la totalité de la classe, autant le faire pour la classe entière, et ça aidera ceux qui sont en difficulté. C'est une idée qu'on a eue, et vous avez raison.